Alors, je vais Bien donner la sûr. parole à Madame Droicourt, qui va nous faire une présentation des données psychiatriques associées à la prise d'isotrétinoïne à partir des données issues du système d'assurance maladie. Donc, ce sont des données factuelles d'épidémiologie. Madame Droicourt, je vous laisse la parole. Merci. Je suis le docteur Droicourt, donc je vais vous présenter des travaux qui ont été menés sur le risque psychiatrique et en particulier les conduites suicidaires liées à la prise d'isotrétinoïne à partir des données de l'assurance maladie, la base de données qu'on appelle le SNDS. Suivant. Comme on vous l'a rappelé, l'isotrétinoïde, c'est un rétinoïde de synthèse qui est donné par voie orale. C'est le seul traitement de l'acné sévère sans alternative thérapeutique. Et c'est un traitement qui est très efficace, suivant, qui est positionné en deuxième intention suivant pour les acnés modérés à sévères et parfois qui d'emblée suivant peut être proposé dans les acnés très sévères. Suivante. Donc, l'étude des liens sont complexes entre l'isotrétinoïde, l'acné sévère, les troubles psychiatriques et les conduites suicidaires. Pourquoi? L'acné sévère, les sujets qui ont une acné sévère ont plus fréquemment des troubles psychiatriques et ou des conduites suicidaires par rapport aux sujets avec des acnés modérés ou sans acné. L'acné sévère, ça touche essentiellement la période de l'adolescence, qui est la période également de révélation des maladies psychiatriques. Et tout ceci est modifié par le temps suivant. À l'échelle individuelle, on a une efficacité rapide de l'isotrétinoïde sur l'acné sévère, et puis l'acné et l'adolescence sont des périodes transitoires. À l'échelle collective, l'étude de ce risque est rendue complexe également, puisqu'il y a une conscience du risque, notamment liée à toutes les mesures qui ont été énoncées précédemment, et probablement peut-être des patients sélectionnés avant l'initiation du traitement ou pour lesquels, s'ils sont traités, on dépiste précocement ces troubles psychiatriques. Suivant. L'étude de référence, c'est une étude qui avait été publiée dans le BMJ en 2010 par une équipe suédoise qui montrait qu'il y avait un risque augmenté de tentatives de suicide sous isotrétinoïde pendant le traitement, mais que ce risque était déjà augmenté avant l'initiation du traitement et qu'il était difficile de séparer le risque lié à l'acné sévère. Suivant. De plus, cette étude, est-ce qu'on peut retourner? De plus, cette étude, même si elle a été publiée en 2010, il faut savoir qu'elle a été réalisée sur des données anciennes des années 80-90, période pour laquelle le risque psychiatrique était peu ou pas connu. Et puis, on avait seulement 4 tentatives de suicide sous isotrétinoïde et finalement, c'était difficile d'étudier la période qui cumulait à la fois le risque lié à l'acné sévère, donc en début de traitement où il n'y a pas encore d'efficacité du traitement, et le risque potentiel lié à l'isotrétinoïde. Suivant. Donc, nous avons réalisé une étude récente à partir des données du SNDS qui a été décomposée en 3 questions suivant. La première question, est-ce qu'il y avait une incidence plus élevée de tentatives de suicide hospitalisées chez les patients traités par rapport à la population générale? Suivant. Est-ce qu'il y avait un effet trigger, déclencheur entre l'initiation du traitement et la survenue d'une tentative de suicide ou d'un suicide? Enfin, quels étaient les facteurs associés au risque de faire une tentative de suicide sous isotrétinoïde? Suivant. Donc, un bref mot sur la source de données sur laquelle on a travaillé. Donc, c'est le Système national des données de santé. Il a l'avantage d'être exhaustif puisqu'il couvre la quasi-totalité de la population française et on a donc l'ensemble des délivrances de médicaments. Par contre, seuls les diagnostics liés à une hospitalisation ou une prise en charge à 100%, l'ALD, sont disponibles. On n'a pas de diagnostic ambulatoire lié à des consultations de ville. Suivant. Donc, si on regarde la population qu'on a étudiée, on avait un peu plus de 440 000 patients qui avaient initié un traitement entre 2009 et 2016. L'âge médian des patients était de 20 ans. On observait une forte saisonnalité des initiations de traitement puisqu'on voyait qu'on avait beaucoup de patients qui débutaient le traitement pendant la période automnale et dans un peu plus de 2 tiers des cas,
c'était un dermatologue qui initiait le traitement, sachant que la restriction du traitement de l'initiation au dermatologue a été mise en place en 2015. Suivant. Si on s'intéresse aux antécédents psychiatriques à l'initiation du traitement, on observait qu'il y avait 12% des patients qui avaient des antécédents psychiatriques qui étaient documentés à partir de cette base de données avec une prise en charge à 100% pour une maladie psychiatrique, une hospitalisation pour un motif psychiatrique ou une tentative de suicide ou la prise de traitement psychotrope et anxiolytique. Suivant. Donc, la première question suivante, c'était de savoir, s'il y avait une incidence plus élevée de tentatives de suicide dans la population sous traitement par rapport à la population générale. Donc, c'est une approche qui était totalement similaire à l'approche qui avait été réalisée par l'équipe suédoise. Observe, suivant, qu'avant, pendant et après la cure, le risque de tentative de suicide est plus faible dans la population exposée à l'isotrétinoïde par rapport à la population générale et particulièrement plus faible puisque le CIR était égal à 0,6. Suivant. Donc, si on compare les deux études, on observe donc qu'elles sont radicalement différentes en termes de résultats, tout en sachant suivant, que donc c'est, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est une étude qui a été faite à des périodes radicalement différentes et pour rendre compte des résultats, c'est peut-être qu'il y a une sélection de la population du fait d'une meilleure connaissance du risque lié à des mesures de minimisation mises en place pour ce risque potentiel. On peut également suggérer qu'il y a peut-être une exclusion de la prescription d'isotrétinoïdes des patients jugés les plus à risque. Et une autre hypothèse pour rendre compte de ces résultats, c'est que le suivi médical est plus important avec une prévention des troubles psychiatriques et des conduites suicidaires par le médecin suivant le patient. Suivant. La question 2, c'est de savoir si à l'initiation du traitement, il y avait un effet déclencheur de conduite suicidaire, tentative de suicide ou suicide. Suivant. Je vais passer très vite sur la méthodologie. C'était une méthodologie de type case crossover. Et comme il y avait une saisonnalité, on a fait une méthodologie suivant qui est ce qu'on appelle un case time control. Et l'effet de l'isotrétinoïde après une période de 2 mois et de 4 mois n'était pas estimé. Suivant. Donc, si on regarde les résultats, il n'y a pas de risque de tentative de suicide et de suicide dans les 2 à 3 mois suivant l'initiation d'un traitement par isotrétinoïde. Donc, l'odds ratio, il est inférieur à 1. Enfin, la troisième question, c'était de savoir quels étaient les facteurs associés au risque de tentative de suicide pendant une cure d'isotrétinoïde. Suivant. Pour répondre à cette troisième question, on a utilisé une méthodologie, cette fois-ci, qui est une étude cas témoins nichée dans la cohorte que je ne vais pas détailler. Et donc, les résultats montrent que le fait d'avoir un profil psychiatrique qui est défini par rapport aux données qui sont disponibles dans le SNDS, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir une prise en charge à 100% pour une maladie psychiatrique ou d'être hospitalisé ou de prendre un traitement psychotrope, on voyait que l'odds ratio était de 18, donc c'était un facteur de risque majeur de faire une tentative de suicide, d'avoir ce profil. De même, d'avoir un profil anxieux qui était uniquement défini par la dispensation de traitement, mais on voyait que c'était un facteur de risque en tant que tel avec un odds ratio à 4. On s'est également intéressé à l'attitude des prescripteurs concernant le traitement par isotrétinoïde après la tentative de suicide. Et on observe qu'il y a quand même 103 patients qui ont poursuivi le traitement sur 176 après cet événement. Et le seul facteur qu'on a pu identifier, c'est que le fait que l'initiation du traitement soit faite par un dermatologue était associé au fait d'arrêter le traitement après la tentative de suicide. Suivant.
Donc finalement, en discussion sur cette troisième question, on a pu observer que les facteurs de risque de tentative de suicide sous isotrétinoïdes, au final, c'est les facteurs de risque en général de tentative de suicide. Et si le patient ne fait pas ces événements sous traitement, soit parce qu'il ne le fait pas à ce moment-là, soit parce qu'il exclut de la prescription du fait de ses antécédents, il le fera probablement en dehors de la prise de ce traitement. Et pour rappel, sur l'étude suédoise, ils avaient pu montrer également que les patients qui avaient un antécédent de tentative de suicide hospitalisé avant l'initiation du traitement n'avaient pas de risque supplémentaire de faire une tentative de suicide sous isotrétinoïde. Évidemment, les autres facteurs de risque de conduite suicidaire, vu que notre source de données, c'est les SNDS, n'ont pas pu être étudiés, notamment les facteurs socio-économiques, les événements de vie stressants. Et puis, on n'a aucune information sur l'évolutivité de l'acné et sur l'efficacité du traitement, bien que c'est connu comme un traitement très efficace. Suivant. Ce qui nous a un peu plus interpellé, c'est la poursuite du traitement isotrétinoïde après la tentative de suicide, puisqu'on observe qu'il y a 60% des patients qui continuaient le traitement après cet événement. Quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre pour rendre compte de ce résultat? C'est l'ignorance par le médecin prescripteur d'un lien potentiel entre la prise d'isotrétinoïde et les conduites suicidaires. À l'inverse, l'absence d'informations sur cet événement donné au médecin prescripteur. Ou, dernière hypothèse, c'est la nécessité de poursuivre un traitement efficace car l'acné serait responsable des troubles psychiatriques observés. Suivant. En conclusion, ce travail réalisé à partir de la base de données du SNDS ne met pas en évidence de risque de tentative de suicide sous isotrétinoïde par rapport à la population générale, de risque de tentative et de suicide à l'initiation du traitement. Il n'y a pas d'effet déclencheur et on observe que les facteurs de risque de conduite suicidaire sous le traitement, c'est les facteurs de risque en général décrits de conduite suicidaire. Pour conclure, la force de ce travail, c'est l'exhaustivité de la base et puis de s'intéresser à une période récente d'utilisation du traitement. Puis c'est la cohorte la plus large qui a été étudiée sur cette problématique. La faiblesse, c'est qu'on n'a pas de diagnostic en dehors d'une hospitalisation, que quels que soient les schémas méthodologiques envisagés, il est très difficile de dissocier le risque lié à l'acné sévère, c'est-à-dire le risque de troubles psychiatriques, de celui lié à l'isotrétinoïde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Droicourt, pour votre présentation et puis d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. Donc, la discussion est ouverte. Je pense que les membres du comité auront sûrement vous poser un certain nombre de questions sur ces résultats. Qui veut commencer? Je veux bien, Dr Bouquet. Merci pour cette présentation qui est très éclairante, je trouve. Donc, si j'ai bien compris, cette étude montre que le risque suicidaire qu'on a un peu évoqué sur les patients ayant de l'acné serait plus en fait lié à la maladie elle-même qu'au traitement. C'est-à-dire que le traitement, il n'y a pas de ce risque si on les traite. Si j'ai bien compris, conclusion globale de ce travail. En fait, effectivement, juste pour en préambule, c'est quand même une étude vue à l'échelle populationnelle. Donc, effectivement, on observe que avant, pendant et après, il n'y a pas de risque. Effectivement, le risque de conduite suicidaire est même inférieur par rapport à la population générale. Et donc, j'ai brièvement émis plusieurs hypothèses pour rendre compte de ce résultat. En tout cas, c'est ça qui ressort de ce travail. Ok, merci, très intéressant. D'autres questions? Lise Duranteau, je peux, Bernard? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ces données extrêmement intéressantes. Je voudrais que vous nous confirmiez parce qu'on parle beaucoup d'adolescents dans les indications de l'acné et d'éventuels risques de tentative de suicide, mais vous avez dit l'âge médian de votre population, c'était bien 20 ans, oui. Avec des extrêmes de 17 à 27 ans. C'est parce que vous avez volontairement exclu les très jeunes ou vous aviez l'exhaustivité?
Alors, en fait, c'est ce que j'ai mis, effectivement, l'âge médian, c'est 20 ans. Ce que j'ai mis entre crochets, c'est les quartiles, en fait. C'est qu'il y avait... Donc, en fait, oui, la population sélectionnée, c'était des patients âgés entre 10 et 50 ans. D'accord, merci. Jusqu'à 50 ans, ouais. Et dans le sexe ratio, s'il vous plaît, vous n'avez pas parlé du sexe ratio. Oui, parce que par contrainte de temps, en fait, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de prescriptions d'isotrétinoïdes chez le garçon à la période de l'adolescence, entre 10 et 20 ans. Et à l'inverse, passé 20 ans, il y avait beaucoup plus de prescriptions chez la femme, ce qui correspond un peu aux pratiques et au profil d'acné sévère chez les sujets qui ont de l'acné. Souvent, l'acné est plus sévère chez le garçon à l'adolescence et puis après, plus sévère chez les femmes à 20 ans. Après, il y a la question, effectivement, la mise en place du traitement lié aux contraintes liées au risque tératogène, qui explique peut-être que c'est prescrit plus tardivement chez la femme. Ça peut être une hypothèse également. Est-ce que vous avez fait l'analyse du sexe ratio par rapport au risque de tentative de suicide? Alors, on a fait des analyses en sous-groupe que j'ai brièvement montrées là sur ma diapositive sur l'effet trigger, également sur les ratios standardisés, donc sur la première et deuxième question. Mais pareil, pour contrainte de temps, je ne suis pas allée dans le détail. On n'a pas montré de risque particulier en fonction des analyses en sous-groupe, soit d'âge, soit de sexe, et soit même si c'est des patients qui avaient des antécédents psychiatriques ou des antécédents de tentative de suicide. Ça, je l'ai juste montré pour la question 2, mais je suis passée très vite. On voit en fait les autres ratios par sous-groupe. Ok, merci beaucoup. Bravo encore pour l'étude. Merci. D'autres questions suscitées par la présentation de Mme Bracourt? Oui, pour Valérie Bernard, je veux bien une petite question Oui. à l'intervenante. Vous avez parlé le domaine socio-économique des personnes. Est-ce qu'il y a eu une relation établie entre le milieu socio-économique des personnes et la tentative de suicide? Alors en fait, c'est vrai que j'ai parlé de ça dans les limites des résultats pour la question 3, qui était d'essayer de déterminer les éventuels facteurs de risque de conduite suicidaire sous isotrétinoïde. Et j'en ai parlé comme limite, puisque notre source de données, c'était le SNDS, qui est une base médico-administrative au départ de l'assurance maladie. Et on n'a pas de données disponibles, en tout cas facilement disponible pour étudier le niveau socio-économique des patients. Donc, on n'a pas du tout regardé cet élément-là. Ça fait partie des limites, effectivement, de cette étude. C'est qu'on n'a pas de données socio-économiques étudiées, liées à la contrainte de la source de données. Bien qu'il y aurait pu être fait des petites choses, mais pas suffisamment développées et validées pour pouvoir le faire. Donc ça n'a pas du tout été étudié. J'ai deux questions, Marie Tournier. Marie Tournier, M. Mazin aussi qui a demandé la parole, mais Marie, vas-y, puis M. Mazin prendra la parole ensuite. Deux questions. Merci pour votre présentation et pour cette étude très éclairante. J'ai quand même. Est-ce que vous pouvez me rappeler le pourcentage de TS chez les gens qui ont des antécédents psychiatriques hors délivrance d'anxiolytiques? Parce que l'autre ratio était à 18, mais en termes de risque? C'est-à-dire, je veux bien le pourcentage de patients qui font une tentative de suicide et qui ont un antécédent de psychiatrique hors prescription d'anxiolytique. Vous avez mis un autre ratio à 18, mais je ne sais plus s'il y avait le pourcentage de TS. Vous ne vous souvenez pas? Si, je me souviens. En fait, je n'ai pas présenté pareil ces résultats par contrainte de temps. En fait, il y avait une description de ces patients. On a fait une étude descriptive donc de ces 184 tentatives de suicide sous isotrétinoïde. Et puis, on avait également une trentaine de suicides. Parmi les patients qui avaient commis un suicide, il y en avait 50% qui avaient des antécédents psychiatriques dits lourds, c'est-à-dire en dehors de la prescription d'anxiolytiques.
Et pour ce qui est des patients qui ont fait une tentative de suicide sous isotrétinoïne, il y en avait entre 30 et 40% qui avaient pareil un terrain psychiatrique dit lourd, c'est-à-dire en dehors d'une prescription isolée d'anxiolytiques. Et si on regardait les modes de tentative de suicide ou les modes de suicide, c'était quand même très superposable à la littérature, puisque pour les suicides, c'était essentiellement des hommes. Pour 80%, et le premier mode de suicide, c'était la pendaison. Pour les sujets qui avaient fait une tentative de suicide, c'était plus des femmes. Et le premier mode pour la tentative de suicide, c'était des intoxications médicamenteuses qui correspondait à ce qui est décrit en général pour les conduites suicidaires. Et c'est des femmes plus jeunes aussi, qui avaient 20 ans. Merci. Alors, j'ai une autre question qui est plus méthodologique. Là, dans votre case time control, vous avez choisi de comparer 2 fenêtres de temps. Oui. Dans les 2 mois qui précèdent le geste et dans les 2 à 4 mois qui précèdent une période de 2 mois. Oui. Or, dans ce que j'ai pu lire, il semble qu'il y ait un effet rémanent. Le risque de tentative de suicide sous isotrétinoïne, il est suspecté dans les 2 mois. Et du coup, dans vos fenêtres de temps, on a l'impression que vous pourrez peut-être, et tout ça est évidemment questionnable, hein, mais que finalement, vous avez peut-être quand même 2 fenêtres à risque. Et est-ce que le choix de fenêtres qui sont très rapprochées, qui sont relativement courtes, peut avoir impacté vos résultats? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Donc on avait fait en analyse principale des périodes de 2 mois et en analyse de sensibilité des périodes de 3 mois. Effectivement, on aurait pu allonger ces périodes de 4 à 6 mois. La difficulté à faire ça, c'est qu'on se retrouvait face à un facteur de confusion qui était important, qui était finalement l'amélioration de l'acné sévère sous isotrétinoïde. C'est-à-dire que si on prenait des périodes à risque de 6 mois, eh bien finalement, il y avait cette partie de troubles psychiatriques liés à l'acné sévère qui était finalement tout à fait les mêmes ces périodes. Et de plus, ce type de design est plutôt utilisé sur recommandé sur des périodes courtes à risque et contrôle. Au départ, ça a été développé pour les accidents de la route chez des par exemple, qui téléphonent avec qui prennent leur portable lorsqu'ils conduisent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas allongé la période à risque et la période des mois, qu'on s'est limité à 3 mois. D'accord. Du coup, il y a cette limite, effectivement, que vous n'avez pas l'effet rémanent d'isotrétinoïne, il n'est pas pris en compte en tout cas. Non, il n'est pas pris en compte parce que le design aussi n'est pas fait pour ça et que le fait de rallonger les périodes, on était confronté à des patients qui n'étaient pas les mêmes au début et à la fin du traitement. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Ouais. Mais, on aurait pu éventuellement regarder, mais après, il serait posé d'autres problèmes liés à l'acné sévère. Ok, merci. Non, mais allez-y, monsieur Mazin, on vous écoute, on vous entend bien. Oui, là c'est bon. Oui, bonjour, oui, merci pour cette présentation. J'ai une question sur une limite. Vous mettez pas de diagnostic sans hospitalisation. C'était juste pour que vous explicitiez un petit peu. Selon mon analyse, donc de fait, une tentative de suicide qui ne conduit pas à une hospitalisation n'est pas comptée dans l'étude, première chose. Deuxième chose, une tentative de suicide réussie, malheureusement, qui conduit à un décès. Il n'y a pas de connexion avec le CEPI décès à ce moment-là. Maintenant, les choses évoluent, mais dans votre étude sur le CNDS, donc du coup, on n'a pas ces données-là non plus. Est-ce que c'est bien ça? Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, dans le SNDS, on n'a que des diagnostics liés à l'hospitalisation, au passage aux urgences qui est supérieur à 8 heures. Si on reste plus de 8 heures aux urgences, on déclenche un code PMSI, donc ça, c'est pris en compte. On avait tout de même fait, mais pareil, par contrainte de temps, j'en ai pas parlé, on a fait un appariement avec la base Au secours, qui est la base qui est résumée des passages aux urgences. Donc, on a pu regarder les patients qui avaient fait une tentative de suicide et qui n'étaient pas hospitalisés ou qui restaient moins de 8 heures aux urgences. Donc, on n'a pas montré de résultats différents.
Par contre, c'est vrai, les sujets qui font une tentative de suicide à leur domicile ou qui vont consulter en VIP, ça, on n'a absolument pas les données puisque la base de données ne permet pas ça. Pour répondre à la deuxième question, de même par contrainte de temps, je n'ai pas développé, mais à l'époque, oui, on a fait un appariement avec la base de CPDC et on a également regardé les suicides. Et on a donc regardé les 2 tentatives de suicide et suicide en faisant cet appariement et les résultats sont très proches des résultats que je vous ai présentés pour les tentatives de suicide. Mais ce travail avait été fait. Effectivement, au moment où on a fait le travail, il y a le CPDC, les causes médicales de décès n'avaient pas été implémentées au SNDS, quelqu'un m'en dit. Merci. Bien. Merci beaucoup encore, Madame Brocourt, pour cette présentation et pour les échanges qu'ils ont suscités. On va donc passer la parole à Madame Micallef, du Centre régional de pharmacovigilance de Marseille, qui va nous donner donc les résultats des études de pharmacovigilance sur ce problème du risque psychiatrique. Donc, Madame Micallef. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir convié à cette séance. Donc, on va pouvoir passer les premières diapositives. Donc, en effet, c'est un travail donc, qui a porté sur les données de pharmacovigilance recueillies et analysées par l'ensemble des centres régionaux de pharmacovigilance en France. Diapositive suivante. Donc, comme ça a été très largement dit avant, les spécialités actuellement disponibles sont au nombre de 16, comprenant essentiellement des spécialités génériques par 4 laboratoires. L'indication, comme ça a été dit, est l'acné sévère, résistante à des cures antérieures appropriées par les traitements classiques, comme cela a été dit. Dans les notices, dans le RCP de ces spécialités disponibles, il est bien mentionné de façon homogène des mises en garde concernant la survenue de troubles psychiatriques et notamment de dépression, aussi bien dans la section 4.4 que la section 4.8. Enfin, est important de rappeler, et ça a sans doute déjà été dit avant, que dans les dernières recommandations de la Société française de dermatologie de 2015, figure de façon très précise une description de ces troubles psychiatriques et notamment de leur fonction de risque avec préférentiellement, mais pas uniquement comme on va le voir, la survenue de ces troubles lors de l'initiation du traitement. Diapositive suivante. Donc, comme ça a été très largement dit, depuis plus de 20 ans, toute une série de mesures a été prise par les autorités sanitaires et notamment l'Agence du médicament pour informer, minimiser ce risque à l'aide d'informations ciblées auprès des professionnels de santé et la mise à disposition d'outils de minimisation du risque. Diapositive suivante. Donc, le travail a consisté à analyser d'un point de vue médical et pharmacologique ces troubles psychiatriques sous isotrétinoïne par voie orale à partir des cas qui avaient été déclarés et analysés auprès des centres régionaux de pharmacovigilance, de faire un petit peu le point aussi de la littérature scientifique sur les aspects pharmacodynamiques de l'isotrétinoïne, notamment au niveau du système nerveux central. Donc, toute une analyse qui a considéré tous ces éléments dans leur ensemble. Diapositive suivante. Donc, concernant les cas de pharmacovigilance, donc c'est une revue exhaustive qui a porté sur plus de 30 ans. Donc, on voit bien comment au cours du temps, sans doute grâce à un meilleur repérage et sensibilisation, comme ça a été dit, le nombre de cas a augmenté avec des phénomènes aussi de pic qui correspondent à des déclarations qui sont survenues à des moments où il y a eu une sensibilisation sur ce risque. Ce qui est important à signaler, c'est que sur l'ensemble de ces 449 cas qui ont été analysés, l'âge médian est de 18 ans. Il y a eu des déclarations pour 27 cas de suicide, 48 cas de tentatives de suicide et le trouble psychiatrique le plus fréquemment déclaré a été les troubles dépressifs. Juste une précision concernant
les limites là aussi de l'exercice. Souvent les cas déclarés concernaient tout un ensemble de symptômes, et ensuite c'est l'analyse de tout le verbatim de ces déclarations qui a permis, avec toutes les réserves qu'il faut malgré tout émettre, de pouvoir les classer en troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles psychotiques ou encore troubles du sommeil, et autres troubles, c'était quand il y avait des symptômes mais qu'on ne pouvait pas rattacher à ces différents cadres psychiatriques. Diapositive. Alors, ce qui est important aussi à mentionner, pardon, si on peut revenir sur la diapositive d'avant, s'il vous plaît. Ce qui est important à aussi observer dans ce travail, c'est que dans plus de 42% des cas, à l'arrêt de l'isotrétinoïne, il y a eu une évolution favorable des troubles psychiatriques. Pour 26% des cas, il n'y a pas eu d'amélioration, et le reste, qui fait environ 20 et quelques pourcents, c'est qu'on n'avait pas d'informations sur l'évolution à l'arrêt du traitement. Et enfin, il y a eu 9 cas où il y a eu ce qu'on appelle des re-challenges positifs, c'est-à-dire des patients qui ont présenté à nouveau les mêmes symptomatologies à l'introduction à nouveau de l'isotrétinoïne. Diapositive suivante. Donc, on s'est intéressé dans ce travail spécifique à finalement faire quelque chose qui avait été, à ma connaissance, pas assez fait et qui même présent dans la littérature, c'est l'analyse finalement de la fonction de risque et des délais de survenue à partir du début du traitement. Donc nous avons regardé ça à la fois sur les 27 cas de décès par suicide et également sur les 48 cas de tentatives de suicide. Donc concernant les 27 décès par suicide, l'âge médian était de 19 ans, c'était majoritairement des garçons, donc je m'excuse pour les pourcentages qui sont importants mais qui n'ont porté que sur 27 cas. Il n'y avait pas d'antécédents psychiatriques notés dans ces observations dans 71% des cas. Et ce qui est important, me semble, de souligner, c'est ce que montre ce graphique, c'est que quand on regarde le délai de survenue de ces suicides, de la date du suicide à partir du début de traitement, eh bien on s'aperçoit que la fonction de risque, c'est-à-dire le délai de survenue, n'est pas limité au premier mois et peut survenir plusieurs mois après le début du traitement. Et bien entendu, il faut prendre en compte le fait que les traitements sont souvent de 6 mois. On voit la même chose concernant les 48 tentatives de suicide. L'âge médian est de 17 ans. On se retrouve avec un sexe ratio un peu plus équilibré. Les antécédents psychiatriques étaient notés dans 29% des cas. Et là aussi, la fonction de risque, c'est-à-dire le délai de survenue entre l'initiation du traitement et la date de survenue de ces tentatives de suicide, n'est pas uniquement limité au premier mois de traitement. Diapositive suivante. Nous nous sommes aussi intéressés, puisque nous avons lu l'ensemble de ces plus de 60 et quelques observations entre le décès par suicide et tentative de suicide, au délai de survenue de ces deux événements à l'arrêt du traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que concernant les décès par suicide, en fait, le délai de survenue à partir de la date d'arrêt du traitement, c'est ce que montre le graphique, eh bien, on voit qu'une grande partie, finalement, de ces décès par suicide surviennent soit à l'arrêt du traitement par isotrétinoïne, soit dans les mois qui suivent l'arrêt de ce traitement. Et c'est la même chose également que l'on observe dans un certain nombre de cas pour les tentatives de suicide qui surviennent à l'arrêt, voire quelques mois après l'arrêt de l'isotrétinoïne. Diapositive suivante. Donc, ces mêmes résultats ont été observés également à partir des cas qui nous ont été transmis par les laboratoires, où bien entendu on avait fait bien attention à éliminer les doublons pour ne pas les compter deux fois, mais on retrouve également des décès et des tentatives de suicide. Alors, je ne vous ai pas montré les graphiques parce que le niveau d'informativité n'a pas permis de faire le même niveau de précision qu'on a fait avec les données de pharmacovigilance française, mais quand ça a été possible, on a bien entendu regardé également ces délais, dès lors que la date était précisée. Sur les quelques cas qu'on avait, on retrouvait ce qu'on avait mis en évidence sur les cas français des centres régionaux de pharmacovigilance.
Concernant les données d'exposition via Epipharm, et je crois que ça a dû vous être montré, est intéressant d'avoir en tête que les dermatologues continuent, bien que depuis 2015 les choses aient réglementairement changé, mais d'initier un traitement par isotrétinoïne. En tous les cas, c'est vrai qu'il est important de ne pas les oublier en termes de cible, puisqu'ils continuent à initier des traitements, mais également à suivre et à renouveler des traitements par isotrétinoïne. Diapositive suivante. Donc, en termes de discussion, puisqu'il fallait faire court et synthétique, je pense qu'il faut garder en tête plusieurs éléments de plausibilité. Tout d'abord, des éléments de plausibilité chronologique par rapport à l'implication de l'isotrétinoïne dans la survenue de ces effets. On a vu que certains cas et un nombre de cas non négligeables, pour un nombre de cas non négligeables, il y avait une évolution favorable à l'arrêt du traitement par isotrétinoïne, qu'il y avait quelques cas de rechallenge positifs. On a également vu dans ces cas de pharmacovigilance que des troubles psychiatriques survenaient au-delà de la fenêtre de temps de 3 mois et ça a d'ailleurs été montré dans une des publications du docteur Droicourt également, et que ces troubles psychiatriques survenaient également à l'arrêt du traitement, alors même que l'acné s'est souvent améliorée, ce qui suggère là aussi un effet finalement direct du médicament et pas simplement lié à l'acné et aux troubles psychiatriques qui sont souvent prévalents dans cette pathologie. De surcroît, cette fenêtre de temps un petit peu décalée à ce qui est rapporté dans la littérature scientifique, finalement, ces troubles psychiatriques tardifs, c'est aussi concordant finalement avec l'effet, l'amélioration de l'acné jusqu'à 8 semaines après l'arrêt du traitement, hein, qui suggère que finalement l'isotrétinoïne, même quand il est arrêté, continue à avoir un effet rémanent. Concernant la plausibilité biologique, je crois que ça a été très bien dit par le docteur Dumarsais en introduction, il y a tout un faisceau d'arguments en faveur d'un effet classe des rétinoïnes, hein, ce qui dépasse même le cadre de médicaments dont on parle aujourd'hui, avec le rôle de l'acide rétinoïne dans le système nerveux central et son effet sur les neurotransmissions monoaminergiques. Ça a été montré dans un très beau papier récemment publié. Il existe un modèle de dépression induit par l'acide rétinoïque chez la souris, et il y a également des cas de dépression et d'idées suicidaires décrits avec la rétinoïne, qui est pourtant indiquée et utilisée chez des patients qui ne sont par définition pas acnéiques ni adolescents. Diapositive suivante. Madame Micallef, vous avez pris votre temps là. Vous pouvez conclure un petit peu. Oui, ben je vais, voilà, je vous en prie, je m'en excuse. Voilà ma diapositive de conclusion qui montre qu'il y a en effet des preuves solides sur le fait que l'isotrétinoïne peut quelquefois jouer un rôle. Bien entendu, c'est toujours difficile à mettre en évidence un surrisque populationnel chez des adolescents et chez les jeunes adultes ayant de l'acné dans les études de pharmacoépidémiologie, comme ça a été montré avant, parce qu'il y a un risque de base qui est déjà élevé du fait de leur pathologie, parce qu'il y a des biais d'indication et qu'il y a des difficultés méthodologiques, comme ça a déjà été évoqué dans la présentation d'avant, sur le choix de la fenêtre d'exposition, ce qui veut dire que l'absence de mise en évidence d'un risque populationnel ne veut pas dire que le risque individuel n'est pas à considérer. Diapositive de fin. Voilà, donc c'était juste mais tout ça a déjà été dit. Je pense que ce qui est important, c'est de souligner l'effet off-target, c'est-à-dire l'effet hors cible cutanée de l'isotrétinoïne. On a souvent en tête l'effet sur la tératogénicité de ce médicament, mais sans doute un peu moins sur les troubles psychiatriques. Souligner l'hétérogénéité de la fonction de risque, parce que très souvent, ce que l'on lit, c'est le fait que ça a cet effet sur les 3 premiers mois, alors que clairement, les cas qu'on a en pharmacovigilance vont de là, et le fait également de bien sensibiliser sur tous ces effets pour lesquels on a retrouvé dans les déclarations de pharmacovigilance le fait qu'ils étaient certes connus par les professionnels de santé, mais mal acceptés par les adolescents, que sont les effets cutanéo-muqueux et les effets musculo-squelettiques avec ces médicaments très utiles. Voilà, je m'excuse d'avoir un petit peu dépassé le temps.
Merci beaucoup, Madame Mikalev. Pas de problème, ça va raccourcir un petit peu la discussion. Donc, mais vos informations sont très précieuses et elles vont sûrement susciter des questions, des commentaires. Oui, allez, oui. Pardon, Bénédicte Lebrun-Vigne, merci beaucoup Joël pour cet exposé, pour ce travail. J'ai une petite question sur la survenue de façon décalée dans le temps, soit au moment de l'arrêt, soit à distance de l'arrêt de l'isotrétinoïne, de ces troubles psychiatriques. Est-ce que dans les cas que tu as pu analyser de pharmacovigilance, ça correspondait réellement à une situation où l'acné était maîtrisée, ou est-ce qu'il y a des cas où l'acné était en mode récidive? Donc, est-ce que ça, sur les, je ne sais plus combien, sur les cas de suicide ou tentative de suicide, on a une notion de récidive de l'acné, ou au contraire de persistance de l'amélioration de l'acné après, malgré l'arrêt du traitement? Eh bien, on avait les deux cas de figure. Alors là, je parle surtout des cas où on avait le plus d'informations, c'est-à-dire vraiment dans les 3 mois qu'on suivit l'arrêt. Il y avait, je dirais, pour la moitié des cas qui correspondent à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des cas qui correspondent à des patients où l'acné était maîtrisé, mais on voyait bien que on va dire l'adolescent ou le jeune adulte ne supportait pas très bien. D'ailleurs, ça a souvent été mis dans les messages qui figuraient à côté, qui avaient été adressés à l'entourage, à la famille immédiate, que l'adolescent supportait mal tous ces effets que le médicament avait sur lui. Les effets cutanéo-muqueux, les effets sur les troubles de la mémoire qui fragilisaient son apprentissage à l'école, ses amis, enfin tout ce côté très impactant que peut avoir ce produit par certains effets indésirables. Et puis d'autres cas où en effet l'acné n'était pas maîtrisé et où le patient d'ailleurs n'en était pas à sa première cure. Donc je dirais qu'il y a ces deux typologies-là qui se rencontraient dans les cas que j'ai eu à analyser. Oui, et d'ailleurs, l'impact des effets indésirables autres de l'isotrétinine est effectivement à prendre en compte, parce que les douleurs articulaires aussi, les douleurs musculaires sur un adolescent qui peut avoir une pratique sportive, par exemple, ça peut avoir un impact. Exactement, c'est exactement. Il y avait 3 ou 4 cas de mémoire qui étaient typiquement ça, des jeunes adolescents qui avaient une pratique sportive de haut niveau. C'est comme ça que c'était marqué, et où ces douleurs musculo-squelettiques étaient vraiment, on percevait que le fait que ça avait été très handicapant pour continuer leur pratique sportive à un niveau aussi élevé. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Moi j'en avais une, Madame Mikalev. Oui, Marie, vas-y. Vas-y Bernard, si tu veux. Non, j'avais juste une question. Bonjour Joël. Non, vas-y. C'était pour combler le vide. Je me demandais si vous aviez regardé, parce qu'évidemment, ce qui pose question, c'est cet effet différé de la survenue des effets psychiatriques parfois, pas toujours. Et je me demandais s'il y avait un lien entre cette fonction de risque et le fait que les adolescents, les jeunes adultes avaient ou non des antécédents psychiatriques. Non, parce que comme je l'ai peut-être rapidement montré, c'est peut-être plus précis dans le rapport. En fait, il y avait pas toujours la notion d'antécédent psychiatrique chez les patients qui est présenté cet effet décalé dans le temps. Pour certaines observations néanmoins que j'ai en mémoire, il y avait quelquefois des contextes, on va dire, environnementaux, personnels, familiaux, qui ont pu interférer également, sur des terrains déjà fragiles. Et quelquefois, c'était un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein, quelque chose de très brutal, sans éléments. Alors bien entendu, il n'y avait pas nécessairement, on va dire, des dossiers psychiatriques au sens habituel du terme, mais on voyait qu'il y avait vraiment eu des recherches pour savoir s'il y avait eu des phénomènes intercurrents, et quelquefois, c'est survenu très très brutalement. D'accord. Et il n'y avait pas de fenêtre particulièrement à risque pour les patients qui avaient déjà eu des problèmes psychiatriques? Non. D'accord, merci. Ok, oui, ce qui complique encore les messages de prévention qu'on peut faire ou les attitudes de prévention. On va s'arrêter sur concernant les effets secondaires psychiatriques et passer maintenant au problème de la tératogénicité. Je vais demander donc à Madame Drespira de nous présenter l'étude EPIPHAR qu'elle a pu faire sur ce sujet, à partir là aussi de la base SNDS.
Madame Drespira, je vous laisse. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour, donc je suis Rosemarie Drespira, je suis la directrice adjointe du groupement d'intérêt scientifique EPIFAR, un groupement d'intérêt scientifique entre l'ANSM et la CNAM, qui travaille dans le domaine de la pharmacoépidémiologie. Donc je vais vous présenter, je ne sais pas si c'est moi qui partage mon écran. Non, pardon. Donc, je vais vous présenter le travail qu'on a réalisé pour décrire l'utilisation de l'isotrétinoïne orale en France entre 2010 et 2019 en se basant sur les données du Système national des données de santé, le SNDS, qui comprend les données pour la quasi-totalité de la population française, 99% de la population à peu près, avec notamment l'ensemble des données de remboursement de l'assurance maladie sur lesquelles on s'est basé pour faire ce travail. Alors, on a commencé par quantifier l'utilisation de l'isotrétinoïne orale et pour ça, on a défini comme utilisateur toute personne qui avait au moins un remboursement pour ce traitement chaque année. Donc sur la figure que vous voyez en bleu le nombre total d'utilisateurs et en rouge, ce sont les initiations, c'est-à-dire l'utilisation chez des personnes qui n'étaient pas utilisatrices l'année précédente. Donc en moyenne, on a observé de l'ordre de 126 000 utilisateurs d'isotrétinoïne orale chaque année entre 2010 et 2019. Et parmi cet ensemble d'utilisateurs, environ 76 000 initiations par an. Et ce qu'on voit sur la figure, c'est que ces chiffres ont tendance à diminuer entre 2010 et 2011. Puis depuis 2011 jusqu'à 2019, ils sont restés relativement stables. La suivante. Si maintenant on s'intéresse aux caractéristiques sociodémographiques de ces utilisateurs d'isotrétinoïne orale. Ce sont à peu près à part égale des hommes et des femmes, 48% d'hommes, 52% de femmes. Et parmi les femmes, la majorité, 56%, sont des jeunes filles âgées de 15 à 24 ans. Et ces chiffres valent aussi bien quand on s'intéresse à l'ensemble des utilisateurs que quand il s'agit des personnes qui initient le traitement. La suivante. Alors, on a voulu regarder l'évolution de l'utilisation selon les groupes d'âge et de sexe. Et ce qu'il apparaît, on ne voit pas très bien, mais le message est assez simple, c'est que parmi les jeunes filles de 15-19 et 20-24 ans, la fréquence d'utilisation de l'isotrétinoïne orale a augmenté entre 2011 et 2019, avec des augmentations de l'ordre de 40 à 50% dans cette tranche d'âge chez les jeunes filles, et une augmentation plus modérée, plus 20% chez les femmes de 25 à 29 ans, alors qu'en revanche, l'utilisation a plutôt diminué sur la même période, entre 2011 et 2019, chez les jeunes hommes, avec des diminutions de l'ordre de un peu plus de 20% chez les hommes de 15 à 29 ans. La suivante. Et on observe exactement les mêmes tendances pour ce qui est des initiations de traitement. Donc, une augmentation même plus marquée des initiations chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, lors de 50 à 60% d'augmentation entre 2011 et 2019, et par contre une diminution chez les jeunes hommes. La suivante. Nous nous sommes ensuite intéressés à savoir qui était la spécialité des prescripteurs d'isotrétinoïne orale. Donc pour les initiations de traitement, comme on le voit sur cette figure, l'initiation est en grande majorité effectuée par un dermatologue, c'est ce qui apparaît en rouge sur la figure,
Et la part des initiations par un dermatologue a même augmenté entre 2010 et 2019. On était à 80% en 2010 et on est passé à 86% en 2019. Alors que, en revanche, la part des initiations par un médecin généraliste a, elle, diminué, passant de 18 à 11%. La suivante. Pour ce qui est maintenant des renouvellements de traitement, là encore, les renouvellements sont en grande majorité effectués par des dermatologues, dans à peu près 80% des cas, avec une part des renouvellements par des dermatologues qui est restée stable sur la période. La suivante. Alors, on a voulu ensuite estimer la fréquence de respect de la recommandation d'utilisation de l'isotrétinoïne orale en deuxième intention. Pour ça, on a quantifié la part des initiations pour lesquelles on retrouvait au moins une délivrance remboursée d'une antibiothérapie systémique par doxycycline, limécycline, minocycline ou érythromycine dans l'année qui précédait l'initiation d'isotrétinoïne orale. Donc, globalement, parmi l'ensemble des utilisateurs et sur l'ensemble de la période 2010-2019, ce sont à peu près la moitié des personnes qui ont initié un traitement par isotrétinoïne orale, 49% exactement, pour lesquelles on retrouve une antibiothérapie systémique dans l'année précédant l'initiation. Et cette proportion diffère selon la spécialité du prescripteur à l'origine de l'initiation de l'isotrétinoïne, donc avec un taux de 50% pour les dermatologues. Quand l'initiation est effectuée par un dermatologue, contre 40% quand c'est un médecin généraliste ou un prescripteur d'une autre spécialité. Ces chiffres sont très proches pour les hommes et pour les femmes, et par ailleurs, ils sont restés très stables sur la période de 2010 à 2019. La suivante. Alors, on s'est ensuite intéressé à quantifier l'utilisation plus spécifiquement pendant la grossesse. Donc, grâce aux données du SNDS, on arrive à repérer et à dater les grossesses à l'échelle de l'ensemble de la population en France. Et on a considéré pour ce travail qu'une grossesse était exposée à l'isotrétinoïne orale si on retrouvait au moins une délivrance dans la période entre 30 jours avant le début de la date de grossesse et la date de fin de grossesse. Donc, en procédant de cette façon, nous avons quantifié le nombre de grossesses qui s'étaient terminées chaque année entre 2010 et 2019, donc on est en date de fin de grossesse. Au total, on a identifié 1747 grossesses exposées à l'isotrétinoïne sur l'ensemble de la période, ce qui représente en moyenne 175 grossesses exposées par an. Et comme vous le voyez sur cette figure, le nombre de grossesses exposées est resté relativement stable sur la période de 2010 à 2019. La suivante. Alors, qu'est-ce qu'il en est des issues de ces grossesses? Alors, la majorité de ces grossesses, 77%, ont été interrompues. C'est ce qui apparaît en orange sur la figure. Donc, il s'agisse d'interruptions volontaires ou médicales de grossesse. Donc, ça représente un peu plus des 3/4 de ces grossesses exposées. Et 18% se sont terminées par la naissance d'un enfant vivant. Donc, ce qui représente en moyenne 31 naissances d'enfants vivants exposés in utero à l'isotrétinoïne orale chaque année, entre 2010 et 2019. Pour l'année 2019, on a identifié 21 naissances exposées in utero. La suivante.
Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a décrit les caractéristiques des mères et des grossesses exposées à l'isotrétinoïne orale au cours des 2 années les plus récentes de ce suivi, donc en 2018 et en 2019. En moyenne, les mères étaient âgées 26 à 27 ans, c'est-à-dire plus âgées en moyenne que l'ensemble des utilisatrices d'isotrétinoïne orale, avec en particulier plus de la moitié, une part de l'ordre de 80% de ces femmes qui étaient âgées de 18 à 34 ans. Pour ce qui est de la situation socio-économique, donc on ne dispose pas d'indicateurs très fins dans le SNDS, mais on a l'information sur la couverture par la CMU complémentaire. Il apparaît que de l'ordre de 20% de ces femmes sont couvertes par la CMU complémentaire, ce qui est plus que dans la population générale, donc ce qui suggère que ce sont des femmes plutôt défavorisées sur le plan socio-économique, en tout cas plus défavorisées qu'en population générale. La suivante. Pour ce qui est de l'ancienneté du traitement par isotrétinoïne orale au début de la grossesse, comme on voit dans ce tableau, ce sont des femmes qui sont traitées depuis longtemps, plus longtemps que l'ensemble des personnes traitées par isotrétinoïne orale, puisqu'on a une ancienneté de traitement de plus de 2 ans au moment du début de la grossesse. Et en fait, 40% de ces femmes sont traitées depuis plus de 8 mois au moment où la grossesse débute. Et puis, pour ce qui est du prescripteur pendant la grossesse, donc dans la majorité des cas, 70 à 80% des cas, c'est le dermatologue, c'est un dermatologue qui a prescrit l'isotrétinoïne orale qui a été délivrée pendant la période de la grossesse. La suivante. Enfin, pour ce qui est des caractéristiques de l'exposition à l'isotrétinoïne pendant la grossesse, donc dans la grande majorité des cas, de l'ordre de 95% des cas, l'exposition a été restreinte à une période très précoce de la grossesse. Donc, dans un peu plus de 50% des cas, l'exposition a concerné uniquement la période des 30 jours précédant la grossesse. Et dans 40% des cas, l'exposition s'est prolongée au plus tard jusqu'au 1er mois de grossesse. Et pour ce qui est du nombre de délivrances, dans 3/4 des cas, il n'y a eu qu'un remboursement d'isotrétinoïne orale pendant la grossesse, ce qui est une information très importante parce que ça suggère que probablement, dans une part de ces cas, le traitement a été délivré, mais le temps que mais on ne peut pas du tout être sûr que les femmes ont effectivement pris ce traitement. Peut-être que dans certains cas, les femmes ont pu se rendre compte qu'elles étaient enceintes après la délivrance et ne pas avoir pris le traitement. Et c'est vrai que il faut être prudent dans l'interprétation de tous ces chiffres et bien avoir en tête qu'il s'agit de chiffres de délivrance, pas de chiffres de réelle consommation de ces médicaments. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Drespira, pour cette présentation. J'ai une petite déconnexion, donc je vais changer d'ordinateur. J'espère que ce sera un peu meilleur. Donc, effectivement, votre présentation qui donne beaucoup d'informations sur ces problèmes est ouverte à la discussion. Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien, j'ai quelques questions, si je peux. C'est Bénédicte Lebrun-Vigne. Bien sûr, Bénédicte. Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation très précieuse. Comme vous le disiez en fin de présentation, effectivement, ce sont des données qui concernent de la délivrance et non pas l'exposition. Donc, on n'est jamais sûr que les patientes ont bien pris le traitement. Donc ça, c'est vrai que ce sont des limites de ce type d'études, puisqu'on ne peut pas aller jusqu'à l'exposition, enfin la prise
par le patient, mais ça peut expliquer un certain nombre de choses. Et donc prendre ça avec certaines précautions. Alors moi, j'avais plusieurs remarques ou questions qui peuvent peut-être nous aider pour la suite. Je suis surprise, ou en tout cas ça pose question sur l'utilisation de deuxième intention de l'isotrétinoïne, puisque dans ce que vous avez présenté, il n'y aurait que 50% finalement au maximum des patients qui auraient reçu une antibiothérapie systémique avant la délivrance de l'isotrétinoïne, ce qui fait qu'on peut se poser des questions sur effectivement cette utilisation en deuxième intention. Il est finalement assez rare de commencer d'emblée un traitement par isotrétinoïne, même si ça existe et qu'il faut quand même savoir qu'on peut débuter l'isotrétinoïne en première intention si on a une acné très sévère d'emblée. Mais c'est vrai que c'est quand même pas la situation la plus fréquente et que la deuxième intention, ça pose, je sais pas, en tout cas ça pose question. La deuxième réflexion, je dirais, c'est effectivement la durée du traitement, ou en tout cas la durée de délivrance de l'isotrétinoïne chez les femmes en cas de grossesse, qu'on est sur des traitements qui, semble-t-il, sont sur une longue durée, en tout cas plus qu'attendu, et plus que la population générale, enfin que la population traitée globalement. Et là se pose peut-être la question, mais je ne sais pas si vous avez la réponse dans ce que vous avez pu analyser, éventuellement des traitements à faible dose sur des longues périodes. Est-ce que vous aviez les données de doses de posologie délivrées dans ces... Non, ça, je crois que c'est difficile à dire. Chez ces femmes, justement, est-ce que ce sont des petites doses, des faibles doses ou des doses habituelles? Alors, sur cette question de la durée de traitement, en fait, cette étude, c'était vraiment une étude descriptive. En fait, pour vraiment arriver à quantifier la durée de traitement, la dose, il faudrait que chaque personne sous traitement, on la suive de façon prospective et qu'on mesure la fréquence des délivrances du début à la fin du traitement. Ce n'était pas du tout la démarche qu'on a utilisée, voilà, là, c'était vraiment d'écrire à un moment donné, année par année, utilisation, et donc on n'a pas pu faire ça. Voilà. Ça n'a pas été fait, et il faudrait faire une autre étude beaucoup plus fine avec un suivi prospectif des utilisateurs pour arriver à bien quantifier la durée de traitement et la dose. Ce travail ne répond pas à cette question-là. Juste la seule chose qu'on a faite, c'est en 2019, à la dernière délivrance en 2019, on a essayé d'aller voir rétrospectivement depuis combien de temps les personnes étaient traitées. Et globalement, c'est de l'ordre de 70 à 80% des personnes qui sont traitées depuis moins de 8 mois à la dernière délivrance. Voilà, donc on voit bien qu'en effet, les chiffres qu'on observe au moment du début de la grossesse, c'est des femmes qui sont traitées depuis beaucoup plus longtemps que l'ensemble des utilisateurs. Pour ce qui est de l'antibiothérapie systémique, c'est vrai que nous aussi, on était surpris de ce chiffre de 50%, qu'il n'est pas... il est plus faible que le chiffre qui avait été rapporté dans une étude qui avait été réalisée en 2014 sur les données de l'échantillon généraliste des bénéficiaires. Vraiment, ce qu'on a quantifié là, c'est la fréquence des personnes qui avaient un remboursement dans l'année précédente pour les traitements que j'ai cités dans la présentation. Alors, c'est ce qui avait été aussi fait dans l'étude précédente qui portait sur l'échantillon généralisé des bénéficiaires. Je pense qu'il faut être vraiment très prudent sur les chiffres de l'enquête précédente, justement parce qu'elle portait sur un échantillon, alors que là, on est sur les données exhaustives et du coup sur des petits effectifs, particulièrement quand on s'intéressait à cette question spécifique de l'antibiothérapie systémique qui précédait. Et on sait que du fait du faible effectif dans l'échantillon, on
peut donner des estimations qui ne sont pas forcément exactes. Là, on est à l'échelle de l'ensemble de la population. On a été chercher les remboursements pour ces traitements. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres traitements? À notre connaissance, non, mais peut-être qu'il faudrait prendre en compte d'autres traitements. Est-ce que ça peut être des traitements qui sont délivrés sans remboursement, auquel cas on sous-estime? Je ne sais pas. En tout cas, ces chiffres-là, c'est vraiment les chiffres de remboursement des traitements que j'ai cités. D'accord, merci beaucoup. Sur ce sujet, vous n'avez pas essayé de voir sur des délais plus longs, pas seulement 1 an, mais éventuellement plus? Non, là, ce qu'on a quantifié, c'est uniquement dans l'année. Est-ce que ça aurait un sens de remonter plus loin? Non, je pense qu'il y a éventuellement des gens qui auraient pu avoir une prescription antérieure, pas prendre l'antibiotique, le prendre plus tard, enfin, mais c'est sans doute marginal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur… Alors, M. Bouquet, M. Bazin, qui lève la main en même temps. M. Bouquet, allez-y, puis M. Bazin. Oui, bonjour, merci pour ta présentation. Juste sur l'histoire du traitement, justement, les que vous aviez là, l'antibiotique par voie systémique non médecine générale, c'est un traitement déjà de deuxième intention. On va commencer par des traitements locaux. Donc, quand on met traitement de deuxième intention, il y en a qui ont pu estimer que le traitement local n'ayant pas fonctionné, on est passé directement à autre chose, d'où ce faible. Donc, il faudrait peut-être aller regarder les prescriptions de tout ce qui est traitements locaux. Alors, le problème, c'est qu'ils sont quasiment plus remboursés, sauf erreur de ma part. Il doit rester l'antibiotique crème qui doit encore l'être. Et les désinfectants locaux ne le sont pas. C'est vraiment l'échelle. Hein. Nous, on commence traitement nettoyage de la peau, traitement local avec antibiotiques, et ensuite on fait traitement antibiotique systémique. Et si ça ne marche pas, l'échelle, il est là. Donc on est déjà en deuxième, voire en troisième attention quand on y arrive. J'ai bien aimé, très intéressé sur ta présentation, et si j'ai bien compris, il y a vraiment un marqueur, mais je crois qu'on en avait déjà parlé sur la commission grossesse, nous, qui est la durée d'utilisation. C'est-à-dire, plus on est sur des traitements de petites doses et au long cours, plus le risque de grossesse est augmenté, si j'ai bien compris ton étude, alors qui reste faible. Mais on a vraiment une problématique de ce côté-là, c'est-à-dire on est sur des traitements là, complètement hors AMM, on est plus sur le traitement à bonne dose court pour traiter. On parlait de risque psychiatrique tout à l'heure, mais sur des traitements filés sur le long cours, on augmente le risque. Donc il y a un travail probablement à faire là-dessus, de rappel des règles et du rapport bénéfice-risque. C'est clair. Monsieur Bazin, vous vouliez intervenir? Merci beaucoup pour ce travail. Oui. Qui apporte des choses intéressantes. Oui, juste pour compléter. Alors effectivement, j'avais la même interrogation, hein, le fait que soit bien sûr qu'on soit en dernière intention compte tenu des risques, et donc on a quand même un sujet autour de ça, même si ça dépasse l'information des personnes, il y a quand même un sujet sur l'utilisation en dernière intention. J'ai une autre question, un point de détail. Vous mentionnez 11% de médecins généralistes en initiation de traitement. J'ai quand même une question, c'est que moi j'avais retenu que l'initiation ne pouvait se faire que par des dermatologues depuis 2015, sauf erreur. Là, on voit toujours 11% de médecins généralistes qui prescrivent en première intention. Donc juste si vous pouvez, je me trompe peut-être, ou si vous pouvez préciser ou avoir votre analyse sur ce point. Peut-être qu'il vaut mieux que je laisse la parole à Nathalie de Marseille. Mais en effet, on ne devrait pas avoir d'initiation par des médecins généralistes. Oui, alors je veux bien prendre la parole, mais je veux aussi la passer au docteur Guillot, parce que c'est vraiment un problème de pratique. Effectivement, on en a déjà discuté de ce point-là. Je posais la raison pour laquelle on avait réservé l'initiation du traitement aux dermatologues, plus pour qu'ils aient le kit d'information au départ. Mais parfois, il peut se passer des situations où les dermatologues sont loin, c'est compliqué de mettre en place le traitement, et que donc il y a des médecins qui sont habitués à l'utilisation de ces produits et qui prennent la main. Mais Monsieur Guillot, vous voulez prendre la parole sur ce sujet ? Oui, rapidement. En fait, je pense qu'il y aura toujours une petite marge résiduelle sur la prescription généraliste pour deux raisons. D'une part, l'accessibilité du dermatologue sur le plan géographique, hein, selon les régions. Il y a des régions qui n'ont quasiment plus de dermatologues. Et deuxièmement, une accessibilité économique,
puisque dans certaines régions, trouver un dermatologue en secteur 1, c'est quasiment impossible. Donc, je pense que ça peut expliquer qu'il y a encore, de manière, je dirais, résiduelle, c'est encore peut-être élevé, mais de manière résiduelle, une primo-prescription par des généralistes. Il faut noter quand même que depuis 2015, la tendance est à la baisse. Ce serait bien qu'elle soit plus importante, mais je pense qu'il y a des explications, je dirais, d'ordre socio-géographique qui peuvent l'expliquer. Bon, voilà, c'est relativement factuel. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Mazas. Est-ce qu'il y aurait possible des généralistes qui sont attachés dans des services de dermato? Ça, c'est pas exclu. Oui, c'est pas exclu qu'il y ait dans certains services de dermato des généralistes qui soient. Mais je ne sais pas s'ils sont bien identifiés. Ça, Madame Drey, vous pouvez peut-être nous le préciser parce que souvent les médecins hospitaliers ne sont pas très bien identifiés dans leur spécialité. Vous le confirmez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour c'est sûr qu'on a la spécialité de façon précise pour les médecins qui exercent en libéral. Voilà. Et beaucoup moins bien pour les médecins salariés. Ok, alors je vois que Valérie Garnier et Élise Duranteau avaient des questions. Il faudrait que ce soit vraiment des questions très courtes parce qu'on a pris du retard. Valérie, vas-y. Oui, alors très rapide. Dans l'étude, c'était peut-être pas l'objectif, mais je m'interrogeais sur est-ce qu'il y avait un recoupement qui avait été fait entre les délivrances d'isotrétinoïne et un test de grossesse remboursé par l'assurance maladie, et d'autre part une délivrance parallèle de contraceptifs, voilà. Alors c'est quelque chose qui avait été fait dans l'étude de 2014-2015, mais qu'on n'a pas fait cette fois-ci. Les tests de grossesse prescrits et remboursés, on peut les repérer. A priori, voilà, dans le cadre du traitement par isotrétinoïne orale, ils sont prescrits et remboursés, donc on devrait pouvoir avoir des informations. Et par contre, la contraception, voilà, il y a toute une partie de la contraception qui n'est pas remboursée, donc on n'est pas très performant pour mesurer ça. Ok. Lise, tu avais une question? L'augmentation des femmes utilisatrices, c'est extrêmement intéressant. Ça voudrait dire que le ratio de grossesse diminue, Rosemarie? On peut dire ça, Ok. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas la certitude que les femmes aient prise. Mais est-ce que tu peux me confirmer que sur les 175 grossesses exposées par an, lorsque vous avez regardé l'issue des grossesses exposées, quand tu dis il y a 77% d'IVG, IMG et 18% de grossesses vivantes pour je ne sais plus quelle année, ce sont les 175 grossesses observées? Vous êtes assez exhaustif dans cette… tu vois, sur l'issue de la grossesse? Voilà. Oui, tout à fait. Donc, on est complètement exhaustif. On arrive à bien… En fait, dans ces données, on repère les grossesses par leur issue. D'accord. Parfait. Super. Merci beaucoup. Et bravo encore. Très bien. On va peut-être arrêter cette présentation. Merci encore, Madame Drey-Spira, pour ces informations qui vont être complétées ou éclairées de manière un peu différente par le rapport de Madame Jeanville-Bérat du Centre régional de pharmacovigilance de Tours. Madame Jeanville-Bérat, je vous laisse vous connecter et faire votre présentation. Je rappelle que normalement les présentations sont de 10 minutes et les questions de 10 minutes. Ces présentations sont tellement intéressantes qu'on a un petit peu de mal à couper les orateurs. Je m'en excuse, on va essayer quand même de ne pas prendre trop de retard. Je vous laisse la parole. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le bilan des grossesses exposées qui ont été enregistrées au niveau du Centre régional de pharmacovigilance, au niveau des centres régionaux de pharmacovigilance, du Centre de renseignement sur les agents tératogènes et des différentes firmes. Je peux avoir le diaporama ? C'est bon, il est visible, madame. Oui. Vous n'avez pas la main. Vous devez dire la suivante. Faut juste que j'arrive à le voir, donc c'est un peu compliqué. Là. Attendez, je vais me le mettre à côté parce que bon, je vais faire autrement. Pour mémoire, je ne vous rappelle pas toutes les indications de l'isotrétinoïne. Je ne vous rappelle pas que c'est un tératogène majeur.
Je vous rappelle quand même pour mémoire que Roaccutane, qui était le premier, qui était le princeps commercialisé, a été arrêté en 2008 et qu'à ce jour, on a 4 génériques commercialisés contre acné, cure-acné, isotrétinoïde acné-trait et Procuta. Moi, j'ai en charge ce suivi de pharmacovigilance depuis 1987, donc c'est donc la 6e enquête de pharmacovigilance qui a repris l'ensemble des données. Suite à 1987, il y a eu plein de choses de mise en place, je ne m'y attarderai pas, un plan de prévention des grossesses, des modifications d'AMM en 97, 2001, 2004, 2009, 2015, le renforcement de la mise en place du carnet patiente en 2009, et Nathalie Dumercier vous l'a rappelé, une restriction de la prescription initiale aux dermatologues en 2015. L'objectif de ce 6e suivi était d'essayer de dénombrer le nombre de grossesses exposées à l'isotrétinoïne depuis le dernier suivi et d'écrire leurs caractéristiques de survenue. Juste pour vous expliquer, la déclaration des grossesses exposées à l'isotrétinoïne n'a rien d'obligatoire. La déclaration au centre de pharmacovigilance est obligatoire si l'évolution de la grossesse est défavorable, c'est-à-dire que s'il y a des malformations ou une interruption médicale de grossesse, ça veut dire que toutes les grossesses qu'on recueille sont le fait soit de ces malformations, soit d'une question qui nous est posée au centre de pharmacovigilance ou au CRAT, qui sont des médecins ou des patientes qui nous appellent parce qu'elles étaient traitées, elles débutent une grossesse ou elles ont débuté une grossesse dans le mois qui suit l'arrêt et elles veulent avoir connaissance des risques et de la conduite à tenir. Ça veut dire que le recueil n'est pas du tout exhaustif. Diapositive suivante. Je ne vois pas du tout ce qui passe là. Voilà. Donc, on a analyser les grossesses, faisant suite à la prise d'isotrétinoïdes uniquement péros et uniquement pendant la période à risque tératogène, c'est-à-dire les grossesses qui ont débuté pendant le traitement, les grossesses qui ont débuté dans les 30 jours suivant l'arrêt, puisque vous savez que le risque, étant donné la longue demi-vie de l'isotrétinoïne, il y a un risque pour la grossesse, même si elle débute en gros dans les 23 jours qui suit l'arrêt, mais on dit 1 mois pour une poursuite de la contraception pendant 1 mois, et pour les grossesses déjà en cours au moment de l'instauration du traitement. On a pris depuis la fin de la dernière enquête, c'est-à-dire janvier 2012 à décembre 2019, on a éliminé les doublons, donc on a collecté 318 cas, vous voyez que les CRPV, on a exclu 90 cas qui étaient des cas de la littérature qui avaient été reprises par un des laboratoires, mais il n'y avait aucune donnée spécifique sur les patientes, des cas qui étaient hors période d'enquête et des doublons. Donc on arrive à un total de 228 grossesses exposées, 66 qui ont fait l'objet d'un appel à un centre régional de pharmacovigilance, 55 au CRAT, et aux divers laboratoires, 2 à Bailleul, 86 à Pierre Fabre, 1 à Rogénérique et 18 à Expansions. Diapositive suivante. Vous voyez que j'ai repris depuis qu'on fait suivi, donc depuis 1987, le nombre de grossesses déclarées par an ou qui font l'objet d'une question par an. Vous voyez que les plus nombreuses étaient dans les années 90-95, puisqu'on avait presque plus d'une centaine par an. Et l'effet de la mise en place du carnet patiente et la restriction de prescription, les données en jaune étant celles couvertes par la 6e enquête que je vous présente aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors, si on commence par regarder, en bleu clair au bout, vous avez les données de la précédente étude, puisque l'idée aussi, c'est de voir comment on se positionne par rapport à l'enquête précédente. Et les données en plus foncé, c'est celles de l'enquête actuelle. Les grossesses qui débutent pendant le traitement, c'est 76%. Et vous voyez que c'est plus nombreux que l'enquête précédente, où c'était seulement 1 sur 2. Les grossesses qui débutent moins d'1 mois après l'arrêt, c'est plus que 19%, alors que c'était presque 30% dans la précédente enquête. Et les grossesses déjà en cours lors de l'instauration, ce n'est plus que 5%, alors que c'était plutôt 15% dans la précédente enquête. Donc, la proportion de chacune des circonstances a tendance à se modifier. L'âge moyen des femmes qui débutent une grossesse est de 27 ans, avec des extrêmes de 14 et 46 ans. On demande toujours s'il y a eu le consentement et le carnet patiente, mais vous voyez que dans les dossiers qui m'ont été transmis, c'est très peu renseigné. Le consentement signé, lorsqu'il figure, il figure dans 89% des cas, et le carnet patiente, 40 sur 41. Pour tous les autres dossiers, je n'ai pas l'information.
Le statut contraceptif au moment, donc chez les femmes qui ont eu la prescription d'isotrétinoïne, vous voyez que dans 92% des cas, il y a une contraception qui est associée, alors que dans l'enquête précédente, c'était que 67%. A contrario, l'absence de contraception, c'est plus que 8% de l'ensemble des grossesses, alors que c'était presque un tiers dans l'enquête précédente. Les femmes qui n'ont pas de contraception, c'est, lorsque je connais le motif, l'absence d'activité sexuelle, une hypo ou une infertilité, l'arrêt d'une contraception orale pour un effet indésirable, une contre-indication à la contraception, un désir de grossesse, qui est quand même étonnant, ou une automédication. Diapositive suivante. Quand on regarde le type de contraception, 70% des femmes ont une contraception œstroprogestative, 14% un dispositif intra-utérin, 8% une contraception orale, mais je n'ai pas le type, 6% un progestatif, comme dans l'enquête précédente, et 1,2% disent utiliser seulement des préservatifs, ces deux dernières méthodes étant non recommandées dans la mesure où elles n'ont pas une efficacité suffisante pour prévenir les grossesses, et pour une patiente qui avait à la fois DU et préservatif. Si on regarde les circonstances de survenue de la grossesse chez les femmes qui ont une contraception, l'échec est la majeure partie, 86% donc d'échecs de contraception, avec une bonne moitié, un défaut d'observance, c'est-à-dire soit un oubli de la prise, soit un retard à la prise. Un tiers étant une inefficacité de la contraception, soit pour un DIU, donc un dispositif intra-utérin, ce qui est un peu étonnant, soit une femme qui a un œstroprogestatif et pour lequel il a été déclaré qu'elle n'avait pas eu d'oubli ni de retard de prise. La deuxième grande circonstance, c'est l'arrêt ou la non-prise de la contraception, c'est 14% des femmes. Et là, c'est dans la plupart des cas, l'arrêt de la contraception orale en même temps que l'arrêt de l'isotrétinoïne. C'est les femmes qui n'ont pas compris qu'il fallait poursuivre un mois après l'arrêt de l'isotrétinoïne la contraception et qui l'arrêtent en même temps et qui débutent donc leur grossesse dans le mois qui suit l'arrêt de l'isotrétinoïne. Si on regarde les circonstances de survenue de la grossesse en fonction de la contraception présente ou absente, les grossesses qui débutent moins d'un mois après l'arrêt, on le voit, il y a une contraception présente, mais soit il y a un défaut d'observance, elles oublient plus facilement, ou il y a des retards, ou elles arrêtent en même temps, 40% des cas, l'isotrétinoïne et la contraception. Les grossesses qui débutent pendant le traitement, c'est très souvent un défaut d'observance ou un échec de la méthode, ou une méthode contraceptive qui a été arrêtée, une contraception non prise. Et les grossesses en cours à l'instauration, il n'y en a que 10. J'ai très peu d'informations. Soit la contraception était présente, et donc la femme ne savait pas qu'elle avait débuté une grossesse, elle continue à prendre sa contraception. Et pour 5 femmes, la contraception était absente. Diapositive suivante. Alors la durée de traitement par isotrétinoïne après la découverte de la grossesse, donc on a l'information pour 75 femmes, on s'aperçoit que c'est des femmes pour lesquelles la grossesse est découverte précocement et que la médiane de poursuite est de 22 et de 2 semaines. Ça veut dire que l'obligation de faire un test de grossesse tous les mois permet que dès que la grossesse est diagnostiquée, elles arrêtent l'isotrétinoïne, mais on a quand même des poursuites d'isotrétinoïne, et ce malgré la présence d'une grossesse, jusqu'à 29 semaines, et 6 grossesses avec une poursuite plus de 5 semaines après la conception. Si on regarde l'évolution de la grossesse, 67% des femmes ont une interruption de grossesse, 5 femmes en tout, donc 3% ont une interruption médicale de grossesse. Donc après, alors là, le terme c'est plus bon, c'est plus 15, c'est 16, mais bon, ça ne change pas les données parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est forcément plus tardif puisqu'on s'aperçoit qu'il y a une malformation. 20% des grossesses conduisent à une naissance, donc la grossesse est poursuivie. 10% une fausse couche précoce. Il y a 1% de perdu de vue et 1% de fausse couche tardive. On s'aperçoit que par rapport à l'enquête précédente, il y a un petit peu moins d'interruptions de grossesse et surtout moins d'interruptions médicales de grossesse. Si on regarde l'évolution de la grossesse en fonction des circonstances de survenue de la grossesse, on s'aperçoit que l'interruption de grossesse est un peu moins fréquente pour les grossesses qui débutent dans le mois qui suivent l'arrêt et que chez ces femmes qui débutent une grossesse dans le mois qui suit l'arrêt, 1 fois sur 3, il y a une poursuite
de la grossesse avec une naissance. Alors, j'ai marqué sans malformation ou anomalie visible, puisqu'il y a tout le problème des troubles du neurodéveloppement qui ne sont pas visibles à la naissance. Et probablement que les femmes qui débutent cette grossesse dans le mois qui suit l'arrêt ont moins connaissance du risque éventuellement pour la grossesse et du risque de tératogène qui persiste. Les grossesses qui débutent pendant le traitement, 79% conduisent à une interruption. Vous voyez que le pourcentage de poursuite jusqu'à la naissance est plus que 12%. Et les grossesses en cours à l'instauration du traitement, 1 fois sur 2, elles sont poursuivies. Bon, c'est un très faible effectif, mais ça pose quand même souci. Diapositive suivante. Sur les 187 issues connues, il y a eu 4 nouveau-nés avec malformation, 1 trouble du neurodéveloppement et 3 interruptions médicales de grossesse pour malformation sévère. Toutes les malformations étaient typiquement celles rapportées avec l'isotrétinoïne, ce qui nous donne une incidence des malformations à 18,6%, ce qui est conforme aux données de la littérature. Le problème aussi, c'est que pour 33 nouveau-nés sans malformation à la naissance, on n'a pas le suivi à distance pour être sûr qu'il n'y avait pas de trouble du neurodéveloppement ou d'autres malformations qui auraient été diagnostiquées par la suite. Si on regarde les 35 grossesses qui ont débuté moins d'1 mois après l'arrêt, on s'aperçoit qu'un tiers sont poursuivis jusqu'à la naissance, alors qu'il y a une partie d'entre elles, donc 5 sur les 13, presque un peu moins de la moitié, où le délai entre l'arrêt de l'isotrétinoïne et la conception est de moins de 23 jours, donc la grossesse est autant à risque que si la femme avait poursuivi son traitement. Bon, j'avais mis l'évolution des ventes, mais là, on peut passer puisque ça a été présenté par Madame Spira. En conclusion, donc, en fonction, nous, des questions ou des déclarations qui nous ont adressées, on peut estimer le nombre de grossesses à 20 à 40 par an. C'est un nombre globalement stable. Donc, vous voyez qu'il est bien inférieur aux données du SNIRAM. Je pense que la réalité se situe sûrement entre les deux. L'incidence des malformations, presque 19%, est conforme à la littérature. Et on a donc dans ce suivi le premier cas de trouble du neurodéveloppement, qui a fait l'objet d'une information récente de la NSM. On peut sûrement dire que le test mensuel de grossesse est assez efficace puisqu'il y a 92% des grossesses qui sont découvertes précocement et qui entraînent l'arrêt de l'isotrétinoïne. Que ce qui s'améliore par rapport à l'enquête précédente, c'est que les grossesses déjà en cours au moment de la prise d'isotrétinoïne a diminué de 2/3. Les grossesses qui débutent moins d'1 mois après l'arrêt ont diminué également. Les femmes sans contraception sont bien moins nombreuses et les grossesses dues à l'automédication sont moins nombreuses aussi puisqu'on a eu des soucis dans les enquêtes précédentes avec une automédication qui pouvait conduire à des interruptions de grossesse et quelquefois on n'était pas sûr que la prise ait été réelle. Donc, on peut aussi dire qu'il y a probablement une meilleure information ou compréhension des patientes sur la nécessité d'une contraception, sur leur poursuite 1 mois après l'arrêt et sur le fait de faire un test de grossesse avant le début. Ce qui persiste, c'est l'utilisation des microprogestatifs et des préservatifs seuls, donc méthode contraceptive insuffisamment efficace. Des défauts d'observance pour la contraception orale œstroprogestative qui fait dire dans certaines publications, puisque ce problème n'est pas franco-français, tous les pays ont ce problème de grossesse exposée, peut-être l'intérêt de prescrire en même temps l'isotrétinoïne une méthode contraceptive d'urgence pour les femmes qui ont eu un oubli de contraception, des grossesses qui surviennent pendant le mois d'arrêt, qui suit l'arrêt, probablement parce qu'elles n'ont pas compris qu'il fallait poursuivre la contraception 1 mois après, ou peut-être elles font moins attention et il y a plus d'oubli. Des inefficacités avec les femmes qui ont un DU, ce qui nous pose souci, parce que pour moi, je pensais que les DU, alors je n'ai pas le détail du type de DU forcément, si c'est que DU cuivre ou DU avec progestatif, mais il y en a quand même un certain nombre. Et puis une proportion élevée de grossesses menées à terme qui pose souci, parce qu'on n'a pas d'informations sur le devenir de ces enfants. Et on pourrait imaginer qu'il y a des troubles du neurodéveloppement qui ne sont pas reconnus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Joly-Belrat, pour cette présentation qui est donc ouverte à discussion. Les données sont très précises sur le suivi de ces femmes, donc il y a sûrement des questions. Je commence, puis avant que les mains se lèvent. Est-ce que vous avez des informations sur les prescriptions d'autres médicaments pendant la période de prise d'isotrétinoïne et de contraceptifs oraux, notamment, des progestatifs, pour savoir si les interactions métaboliques ne pourraient pas rendre plus fragile
l'efficacité de la contraception estro-progestative. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, pour les cas déclarés au centre de pharmacovigilance, oui, parce que du coup, on l'aurait, enfin, ce serait enregistré si l'inefficacité était due à une interaction. Pour les autres cas, ceux du CRAT et ceux des laboratoires, j'ai moins d'informations parce que j'avais pas les dossiers complets. C'est pas impossible, mais c'est vrai que des contraceptifs oraux, enfin, c'est pas eux qui posent le plus de soucis. J'étais plus inquiète des DU. Mais bon, il y a une partie, je pense, on peut dire qu'il n'y avait pas d'interaction, mais les autres, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. D'accord. Je vois que Bénédicte Lebrevigne, tu as une question, vas-y. Oui, merci. Attendez, je remets ma vidéo quand même parce que c'est pas terrible, mais c'était juste un commentaire pour dire qu'il y avait quand même des éléments positifs dans tout ça, puisqu'on voit bien que sur 30 ans, le nombre de questions, le nombre de dossiers a quand même diminué avec les mesures qui ont été prises au fil du temps. Et notamment sur les 10 dernières années, si on en croit les données que nous ont présentées tout à l'heure, que nous a présentées tout à l'heure Madame Drey, on avait plutôt une augmentation au moins des délivrances chez les femmes en âge de procréer, en tout cas les femmes jeunes. On n'a pas vraiment d'augmentation finalement des questions et des dossiers de pharmacovigilance. Donc, voilà, c'est juste des questions, c'est un peu pour positiver le propos. Mais en tout cas, on n'a pas d'augmentation sur les 10 dernières années, c'est plutôt stable. D'après ce que tu nous montres, Annie-Pierre. Oui, tout en sachant que comme ce n'est pas obligatoire, je ne sais pas la part, parce que peut-être aussi que les gens ont moins le temps de déclarer, peut-être qu'ils connaissent mieux les risques et qu'il n'y a pas forcément un besoin de nous appeler pour connaître. Enfin, on est dans une incertitude. Bien sûr. Voilà, tu vois, je ne sais pas à quelle part de la réalité ça correspond. Mais on note quand même des modifications assez précises, des profils de grossesse, enfin, sur le plan chronologique notamment. Lise, tu avais une ou des questions, vas-y. Oui, merci beaucoup. Merci, Dr Janville, pour ces données. Je voudrais faire un commentaire. C'est qu'il faut, je ne suis pas, comment vous dire, il faut être prudent avec l'utilisation du terme inefficacité de la contraception. Effectivement, vous l'avez dit, dans ce que vous avez classé inefficacité, il y a des échecs, enfin, entre guillemets, de stérilés. Je pense qu'il faut être prudent parce qu'on n'a pas les raisons, les causes, la situation. Il faut quand même remarquer que la plupart de ces déclarations, la majorité sont des fiches récupérées au niveau des laboratoires et je serais prudente sur l'exhaustivité et les questions sur le type de questions qui ont été posées pour conclure à une inefficacité. Vous savez bien qu'en termes de questionnaire, de questionnement sur l'observance de la contraception, on est toujours extrêmement limité, il n'y a pas toujours de déclaration des oublis et tout dépend des questions que vous posez. Donc, je serais très prudente sur l'utilisation du terme inefficacité. Le vrai terme serait plutôt l'absence de défaut d'observance mise en évidence ou pas l'absence de cause mise en évidence. Et pareil pour les stérilés, on ne sait pas depuis quand le stérilet a été posé, s'il a été vérifié et en bonne place, etc. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur le terme inefficacité parce qu'en effet, si on dit dans nos recommandations que le stérilet est une méthode efficace et que voilà, dans un corps, on statue inefficacité de la contraception. Je pense que ça nécessite une meilleure analyse et en particulier la deuxième chose aussi, les microprogestatifs, a priori un peu négatif par rapport à l'efficacité des microprogestatifs. Il faut savoir quand même que le microprogestatif le plus prescrit en contraception est un microprogestatif dont l'indice de Pearl, certes théorique, mais l'indice de Pearl est au moins aussi bon que les œstroprogestatifs. Donc, il est considéré comme extrêmement efficace. Il est vrai qu'il est extrêmement dépendant de l'observance, mais en tout état de cause, les recommandations de rattrapage, etc., sont les mêmes que pour un œstroprogestatif. Il y a un microprogestatif plus récent qui a un IP qui n'est pas aussi bon, mais pour celui qui est le plus utilisé, il est
tout au moins aussi bon. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on travaille, nous, dans les recommandations. Mais le terme inefficacité, et la dernière chose par rapport à l'inefficacité, mais Bernard Guillot a déjà posé la question, effectivement, surtout par rapport aux micro-progestatifs, peut-être au DIU aussi, on n'a pas la notion d'interaction médicamenteuse, et je ne suis pas certaine que c'est une question qui a été posée par exemple, dans toutes les fiches rapportées par les laboratoires, probablement par les centres de pharmacovigilance et le CRAT, mais probablement pas par les autres. Voilà ce que je voulais dire. Et si je peux me permettre de répondre, alors, les laboratoires, il y avait certes très peu d'informations, mais du coup, je les ai surtout pas comptés en inefficacité. Moi, j'ai compté, entre guillemets, en inefficacité, uniquement les dossiers où il était clairement écrit la patiente assure avoir bien pris sa contraception orale sans oubli de tard, et le DU est en place. Donc, pour moi, je me suis limitée à ça. L'autre chose, c'est que, OK, pour changer le terme, mais je pense que ça veut dire aussi que probablement qu'il faut que vous changiez les recommandations pour dire qu'il faut avoir un DU, mais il faut qu'il soit changé régulièrement, il faut que la place soit vérifiée. Oui, tout à fait. Et l'autre chose, changer peut-être l'implant qui, pour l'instant, figure nulle part dans les recommandations. Alors, l'indice de Pals, vous savez, oui, comme vous, j'ai eu aussi l'enquête implant, donc je sais qu'il n'est pas efficace à 100%. On a des grossesses avec l'implant, même sans interaction. Hein, vous savez qu'on ne comprend, enfin, il n'y a pas une efficacité de 100%. Peut-être qu'il faut intégrer l'implant et peut-être expliquer que le DU, c'est pas 100%, et parce que c'est quand même un marqueur. Hein. Si je l'ai marqué, je vous assure que c'est des dossiers pour lesquels c'était clairement marqué. C'est peut-être mais les cas des laboratoires, ils vont jamais dans ce détail-là, donc là, ça faisait partie des inconnus. Ça, c'est la réserve, mais je suis d'accord avec vous que le nombre de grossesses sous stérilées est quelque chose qu'il faut analyser. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait les éléments scientifiques. Moi, je ne peux pas aller plus loin dans les dossiers, mais ça veut peut-être dire que vous pensez qu'il y a une inefficacité liée à un mauvais suivi du DIU, pour peut-être renforcer cette information. Enfin, oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que il faut savoir que toutes ces méthodes de contraception sont, on dirait, comme efficaces avec le même indice de Pearl théorique. Vous voyez, donc c'est difficile de tout d'un coup de dire que c'est inefficace. C'est qu'on ne connaît pas la cause, on n'a pas mis de cause en évidence. Je pense que ça serait plus juste. Voilà. L'autre question qu'on s'est posée, c'est comme l'hydroquinone a quand même un effet, je dirais, anti-inflammatoire light, voilà. Les stérilés au cuivre, on sait aussi, parce que cette histoire de grossesse avec les DU, on l'a depuis le début. Hein. Toutes les enquêtes, on a des grossesses avec les DU. Et on s'est souvent posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet? Alors, même si on est revenu pour les INS, c'est plus un problème avec les DU, on sait maintenant que ça n'a jamais été prouvé que ça favorise, enfin, que ça empêche l'efficacité. Mais là, peut-être que, voilà, sur la muqueuse, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec l'hypothèse. Ce débat, parce que M. Massens voulait poser une question complémentaire, et ce sera la dernière sur ce sujet. M. Massens, je vous laisse la parole. Merci, mais c'est sur le même sujet. En fait, en termes de contraception, les recommandations, c'est une méthode hautement efficace ou deux méthodes complémentaires. C'est ce qui est mentionné dans les guides pharmaciens et médecins. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez une information sur l'utilisation de deux méthodes complémentaires? À ma connaissance, non. S'il y avait au moins une patiente qui avait DU et préservatif. Une dans le tableau, ouais. D'accord. Donc, je m'interrogeais parce que c'est quand même une recommandation, bon, on en discutera après, qui est quand même assez compliquée. Deux méthodes complémentaires, et là, on n'a pas effectivement d'utilisation de deux méthodes complémentaires qui est mise en exergue. Ah bah peut-être qu'il y en a deux, mais que du coup, elles n'ont jamais de grossesse. Hein. Là, chez celles qui ont débuté une grossesse, il n'y avait qu'une personne qui avait DU et préservatif. Après, les autres, peut-être que… Oui, mais votre étude ne permet pas de répondre forcément à cette question. D'accord, merci. Bien, merci beaucoup, Madame Jean-Vilbert.